Voilà, alors nous sommes très heureux d'inaugurer cette dernière demi-journée du colloque In Between Louise Bourgeois et Alina Shaposhnikov 1965-1973. Et même si de nombreux autres artistes ont été convoqués au cours de ces présentations, nous allons désormais, de manière un peu plus spécifique, introduire d'autres artistes sur cette question de l'entre-deux, afin peut-être d'essayer d'esquisser ce qui pourrait être une méthodologie de l'entre-deux. De se défaire peut-être des termes d'influence, de dépendance, d'opposition ou de compromission. Essayer d'imaginer ce que pourrait être une histoire de l'art comparée qui permettrait de resingulariser les parcours personnels avec la plus grande justesse possible. Et pour cela, nous invitons Eva Zemditska et Alicia Groska à venir nous rejoindre sur la scène, ainsi que Karolina Sprovieri. Alors, Alicia Gzowska est conservatrice au musée de sculpture Ksawery Dunikowski. Ses recherches portent sur la relation entre la sculpture et l'architecture dans la seconde moitié du XXe siècle en Pologne. Elle a été la commissaire, entre autres, de l'exposition Rhetorical Figures, Warsaw Architectural Sculpture, 1980, 1970 à Varsovie en 2015. Et elle était récemment la co-initiatrice du projet de recherche titré Monument d'Europe centrale et orientale 1918-2018. Et Eva Ziembinska est historienne de l'art, commissaire d'exposition et conservatrice. Elle a soutenu en 2020 un doctorat à l'Institut d'art de l'Académie polonaise des sciences. Elle est maître de conférences à l'Université de Varsovie et est actuellement conservatrice en chef des sculptures du Musée national de Varsovie et conservatrice principale du musée de sculpture Ksawery Dunikowski. Elle est l'auteure de nombreuses publications portant sur l'art et la sculpture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et sur les relations entre l'art polonais et français. Et elle mène par ailleurs au sein de ce musée national de Varsovie un programme de recherche actuellement dédié aux sculptrices des 19e et 20e siècles. Voilà. Karolina Sprovieri a été formée parallèlement en philosophie et en histoire de l'art. Elle explore depuis 2019 les archives de Karol Rama à Turin, qui a fait l'objet de plusieurs de ses travaux récents. En 2022 en particulier, elle a conduit une recherche dans le cadre du master partagé entre l'École du Louvre et Columbia University, où elle a exploré le dialogue possible entre Louise Bourgeois et Karol Rama, sous la direction de David Lapoujade et Thibaut Boulevin. Eva et Alicia, si vous voulez commencer. Nous conduirons notre intervention avec ma collègue Alicia Gzowska d'une manière jumelle, entrant consciemment dans la formule de notre approche proposée à deux paires d'artistes, les sculptrices. Ça marche? Ça marche pas. Ok. Dans la formule de notre approche proposée de deux paires d'artistes, les sculptrices Alina Shaposhnikov et Alina Schleszyńska, ainsi que Louise Bourgeois et Louise Nevelson. L'objet de notre présentation est de s'interroger sur la convergence particulière de la présence dans la sphère de la critique d'art et d'histoire de l'art. Nos présentations seront imbriquées et suivront deux pistes, également dans le domaine linguistique. Je vais parler en français et Alicia en anglais. Nous ne sommes que des historiens de l'art. Veuillez donc nous excuser pour tout échec de performance. Pardon. Acte 1. Artiste actuel. Les tournants des années 1950 et 1960 étaient une période d'épanouissement de la sculpture moderne en Pologne qui, après la chute du réalisme socialiste, s'est renouée avec la tendance actuelle de l'art mondial.
C'était le temps de l'activité de nombreuses sculptrices marquantes comme Alina Shapochnikov et Alina Schleszinska. Ils sont devenus toutes les deux symboles de franchissement des frontières du modernisme et d'élargissement des définitions de la sculpture dans l'histoire de l'art polonaise. Déjà dans les années 1950, on les désignait l'une à côté de l'autre d'artistes d'avant-garde. Je cite, « La volonté d'élaborer soi-disant problématiques artistiques modernes a été formulée lors des expositions de jeunes artistes à Arsenal de Varsovie en 1955. Dans le domaine de la sculpture moderne, c'est Alina Shapochnikov et Alina Schleszinska qui ont pris de l'importance. Aujourd'hui, l'œuvre de Shapochnikov est parmi les plus connues de l'histoire de la sculpture polonaise, tandis que celle de Schleszinska, redécouverte seulement lors de l'exposition à Galerie Zachęta à Varsovie en 2007, demande encore des recherches et de l'élaboration. Alina Schleszinska a étudié la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, à l'atelier de Xavier Donikowski, l'un des plus grands sculpteurs polonais du XXe siècle. Elle commence sa carrière de sculptrice en 1952. Sa première exposition individuelle en 1957 suscite beaucoup d'intérêt, dont notamment celui de Jean Cassou, directeur du musée d'art moderne à Paris, qui lui propose par la suite de l'exposer. Un an plus tard, Schleszinska a une exposition à la galerie Simone Badinier, dont le catalogue est préfacé par Ossip Zetkin. En 1959, ses œuvres sont exposées à Londres, à la Royal Society of British Artists. Dans la zone de ce texte, le critique Wiesław Borowski apprécie beaucoup l'évolution de l'œuvre de Schleszinska. Il l'appelle une de nos deux sculptrices phares, l'autre étant bien entendu Alina Shapochnikov. Après l'exposition à Paris, Jean Cassou fait l'acquisition des sculptures de Shapochnikov et de Schleszinska pour la collection du musée d'art moderne à Paris. Toutes les deux sont soutenues aussi par Pierre Restany, qui leur consacre ce texte et introduit leurs œuvres dans l'exposition parisienne. Shapochnikov et Schleszinska, comme les sœurs originaires de la Pologne, ont été invités à la Biennale internationale d'Arte Triveneto à Padua en 1959, consacrée aux petites formes plastiques. La critique d'Anuta Wróblewska les associe avec la notion de la pure sculpture abstraite. Citation, « Ceci est le type de recherche représenté dans les travaux d'Alina Shapochnikov et Alina Schleszinska. Toutes les deux appartiennent à la génération la plus jeune et indépendante qui affirme la volonté d'exprimer leurs propres problématiques contemporaines dans la sculpture. » Dans son analyse, Wróblewska fait pourtant la différenciation. Pour elle, les sculptures de Shapochnikov sont plus masculines, offensives, parfois brutalement expressives. Par contre, l'œuvre de Schleszinska est basée sur un concept plus rationnel, elle est donc plus calme, plus précisément construite, mais parfois moins communicatif. Elle se fonde sur un autre type d'expérience. La critique trouve que les formes de Schleszinska demandent plus d'attention, tandis que celles de Shapochnikov s'expliquent par elles-mêmes, tout au long du récit, et s'attarde sur les dialogues apparents entre les deux sculptrices. Elle ne traite pas de leurs œuvres séparément, mais par comparaison. The duo Louise Nevelson and Louise Bourgeois was constructed similarly, though less directly. Both artists were associated with the Surrealist artistic circles. Both made their debut as sculptors in the 1940s in their new homeland, the United States, more specifically in New York.
Since then, they systematically and successfully strengthened their position in the art world. Louise Nevelson managed to gain recognition quicker, and her position was initially stronger than Bourgeois'. Indeed, her fame in the late 60s was compared to that of David Smith and Andy Warhol. However, over time, her position diminished, and Bourgeois settled in the hearts of art critics for good. Before this happened, both of them were acclaimed as innovators, but the way they were described by the critics slowly fell into cliché. For example, in 1975, Wayne Anderson wrote, quote, "Essential to the transitional phase of the 50s and to the direction of American sculpture after 1955 was the work of Louis Bourgeois, Louise Nevelson, and Richard Stankiewicz," end of quote. The aforementioned transitional phase meant the devaluation of primarily oculocentric modernist art and rising importance of art prioritizing tactile and spatial aspects. Both artists focused on the experience of space in their works by developing environmental strategies with the use of various ephemeral, often non-artistic materials and assemblage techniques. Focusing on formal similarities, Anderson, after discussing Bourgeois' works such as Personnage, Blind Leading the Blind, and Garden at Night, recalls Nevelson's Black Majesty and Formation as closely related. A few pages later, he outlines the differences between the two artists. Quote, "Going beyond the multiple environment situations that Bourgeois had set up with her sculpture groups, Nevelson set about to compose unified environments through the subordination of individual pieces to a single theme." End of quote. In the second half of the 60s, when Bourgeois began experimenting with materials other than wood, it became increasingly difficult to maintain a discourse based on a relation to formally consistent Nevelson. Both artists were analyzed from a more insightful feminist perspective by Elise Speaks in the first decade of 20th century. Speaks pointed out that for Nevelson, who came from a family of wood traders, the choice of this material wasn't accidental. Various types of wood and wooden scraps were, for both artists, materials readily available at home. Thus, the use of this material became part of their broader interest in introducing domestic, everyday life into sculptural practice. Both artists transcended the rigidly defined division between personal and public realm. As Speaks underlines, both strived for specialized experience and thus attempted to make of it something not individualized, but potentially shared and worthy of consideration and attention. As a result, the works materialized spaces and situations that conventionally remained invisible. This characterization is exemplified by a trope of a house as a female corpus shared by both artists. Both Bourgeois and Nevelson addressed gendered conventions of making sculptures, also by, for example, creating public sculptures in large scale, and sometimes by using sculpting methods referring to folk or primitive art. This bold approach is also reflected in their lifestyle and the way they presented themselves. Photos show both artists carrying and carving the wood themselves, painting it by hand and transferring heavy elements of the installations from one place to another, often in feminine clothes, far from the conventional work uniform, although there is less post-documentation on the really dirty work. In this context, one of Nevelson's sessions for Elle magazine in 1968 seems especially subversive. The photos illustrating the article titled "Weird Woodwork of Lunar World"
show the artist as an inhabitant or owner of spaces worthy of a Gothic horror novel. Also, she's wearing a long, witch-like black cape and hood. Bien qu'on puisse trouver beaucoup de points en commun dans les œuvres de Shapochnikov et Schlesinska, la critique les mettait souvent l'une à côté de l'autre. Les textes publiés principalement dans la presse étaient souvent structurés selon un schéma d'une prétendue rivalité entre les sculptrices. L'effet d'antagoniser les deux personnalités féminines réduit effectivement les potentiels féministes de leur création, remplaçant la sororité possible par la compétition publique. Il semble que Schlesinska et Shapochnikov soient entrés dans ces discours de rivalité, bien que nous n'ayons aucune preuve si elles l'ont fait consciemment. Elles ont souvent essayé de souligner leurs individualités et originalité, pas seulement en termes de la créativité. Ce qui était soumis à cette compétition, c'était aussi la sphère de leur personnalité féminine. Au début des années 1960, Alina Schlesinska apparaît en couverture du magazine Style de vie dans les entretiens. La presse s'intéresse à ce voyage aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Le magazine féminin populaire Zvirchadło Miroir lui consacre tout un reportage. On y voit la sculptrice posant parmi ses œuvres, en salopette de travail, se promenant dans l'atelier et préparant ses œuvres pour les voyages en Amérique. Dans la Pologne communiste, un voyage aux États-Unis était comme un rêve irréalisable pour la majorité de la société, privée de la possibilité de voyager librement. Schlesinska est impeccablement peignée avec sa frange bouclée canonique à la Brigitte Bardot. Mais il y a encore un fil conducteur dans ces reportages, sculptrice mère, qui s'occupe de son enfant au travail. Dans les textes critiques après son exposition à Londres, on apprend qu'elle est la mère de 2 enfants et femme d'une critique de théâtre. Son statut d'artiste est-il alors déterminé par la profession de son mari et sa progéniture? Une autre fois, Schlesinska apparaît en vamp, vêtue d'une robe à imprimer léopard. Se soumettant à un regard masculin, elle joue le rôle d'une fétiche qui consiste à éveiller les désirs masculins. Peut-on trouver ici une manifestation subversive de la nouvelle féministe qui refuse l'identification de l'artiste à un homme? Il semble que Schlesinska entre consciemment dans le fantasme masculin et le rôle d'une femme qui séduit. Cité auparavant, la critique d'Anuta Wróblewska désigne Schlesinska d'une héroïne de la culture du moment. Une autre critique écrit « Elle n'est pas une sculptrice, c'est un grand stratège ». Schlesinska a appliqué une stratégie de construction d'images conscientes et cohérentes. C'était le même avec Shapochnikov, qui posait souvent avec ses sculptures, se présentant comme une femme attirante, bien soignée et moderne. Dans le New York Times, un critique américain, Robert Schmidt, désigne de son alter ego une actrice, star du cinéma américain et sex symbole des années 1940 et 1950, Ava Gardner. Shapochnikov imposait aussi avec son public masculin. Comme l'observe professeur Agata Jakubowska, ce ne sont jamais les femmes. Face à l'attention de leurs regards, les œuvres semblent être secondaires. Une autre chercheuse, Anna Markowska, pose la question sur la nature de cette stratégie. Elle est typique, tragique ou tout simplement efficace. La représentation du rôle de la mère est importante pour les 2 sculptrices. Shapochnikov pose souvent avec son fils, y compris pour la presse, tandis que Schlesinska montre ses filles comme une sorte de décor
de son studio. Szapocznikow et Ślesińska voyagèrent à l'étranger. Bien que les citoyens polonais, à l'époque, dans les années 1950 et 60, n'avaient pratiquement aucune liberté de quitter le pays. Cela leur donnait un sentiment de liberté qui les a probablement fait franchir les frontières mentales et remettre en question les limites culturelles, aussi en tant que femmes dans la société. La sculpture Âge difficile de Szapocznikow est un acte de jeune femme pleine de fierté dans laquelle son appartenance, sa révolte, son affirmation de soi sont marquées, tout en soulignant son indépendance et sa force. Les deux sculptrices s'inscrivent dans le discours de la femme moderne. Szapocznikow s'est fait photographier une cigarette à la main, attribut inhérent d'une femme indépendante. Elles prennent toutes les deux soin de leur apparence, bien qu'elles travaillent physiquement. Cela les rend plus qu'un modèle. Ils ne correspondent plus à aucune caisse et s'échappent à l'opposition binaire du tableau de Wojciech Fangor, Caractère, où on voit d'un côté une travailleuse qui construit un nouvel ordre dans la Pologne communiste, et de l'autre une femme bien soignée d'un pays capitaliste qui n'a jamais été entaché de travail acharné. Acte 3. Stratégie de concurrence ou d'exclusion. Jusqu'à présent, aucune tentative n'était faite pour analyser objectivement les rapports mutuels entre Alina Ślesińska et Alina Szapocznikow. Nous ne savons pas s'il y avait de la place pour leur sororité et le soutien. Ce que nous savons, c'est que dans les années 1950 et 1960, elles étaient toutes les deux chéries par les médias, créant leur propre image de femmes belles, élégantes, modernes. Dans le catalogue d'exposition d'Alina Ślesińska à la Galerie nationale d'art à Zachęta, à Varsovie en 2007, le commissaire Eva Toniak compare à plusieurs reprises les parcours créatifs de deux artistes entrant dans le discours des critiques des années 1960. Toniak va jusqu'à supposer qu'en 1963, Ślesińska a quitté Paris pour l'Afrique, où elle a passé près d'un an à sculpter le portrait d'un dictateur du Ghana, car Alina Szapocznikow s'est installée dans la capitale française cette année-là. La question se pose de savoir si les deux artistes profitaient de ce discours de la rivalité pour avoir plus d'impact dans le monde de l'art. L'objectivité d'être reconnaissable, pas seulement à travers leur art, mais aussi en tant que personnalité, femme créatrice, semble ainsi plus proche d'être atteint. Dans ce contexte, il est intéressant de s'interroger sur les statuts de l'artiste, sur ses représentations visuelles, les modes et mécanismes de présentation de soi. L'attractivité de l'art versus l'attractivité de l'artiste. Mais il est aussi intéressant de s'interroger sur l'émancipation, la sororité et l'entraide. Alice Speaks attempted to reconstruct the relationship between Nevelson and Bourgeois. She determined that both artists knew each other well and that in the 1950s they visited each other's studios. Works of both were shown at Whitney annuals. One of Bourgeois' friends mentioned that she did compare herself to Nevelson. Despite these findings, the details and the exact character of this relationship remain unknown. Yet Speaks described the relationship as based on artistic rivalry first. Quote, I see the two as rivals, but also as working in tandem through 1950s.
building on the practices of the other and together executing work that at once became foundational to their own individual practices and to the larger field of sculpture through the 1960s and 1970s and into today." End of quote. The examples of writing about female artists cited in this short presentation show how far the way of describing doppelgangers can influence their life, creativity, mutual contacts, and decisions concerning artistic strategies. Such multi-level antagonization of the female characters in the discourses of art critique and history is very common. Most often, it leads to obscure and significantly reduced understanding of both artists' work. Even in a seemingly harmless form, as was in case of both Louises, it can effectively distract from confluences and mutual positive impact. It also significantly reduces the feminist potential of their creativity, replacing possible sorority with a publicly played rivalry. In a broader sense, our presentation is an appeal for art history that's empathic and self-conscious. Our task as researchers and authors is not only to break the usual patterns of writing about women in order to present more nuanced positions and strive for more objectivity. Alternative ways of writing about female artists' accounts, past or present, devoid of harmful valuation and judgments, have also the potential to sanction and support a broad range of creative ties that go beyond the simple competition. Thank you. Merci beaucoup de cette présentation. Nous allons prévoir une séance de questions et commentaires par la suite. J'invite Carolina à nous présenter ses recherches. Bonjour. J'ai prévu que vous regardiez un petit peu de documents que j'ai ramenés qui accompagnent un peu l'introduction de cette présentation. Avant de commencer, je tiens à remercier Hélène Guézins, Valentin et aussi Madame Marie-Laure Bernadac pour m'avoir invité à participer à ce colloque. Cette présentation s'insère dans un travail plus large que j'effectue sur Carole Rama depuis plusieurs années et dans mon projet de thèse, les maisons archives féminines, actions et limites de la patrimonialisation des anciennes habitations ateliers de Louise Bourgeois, Carole Rama et Titina Mazzelli. Mes interrogations, je l'espère, pourront répondre à la question générale de ce colloque sur les dynamiques de création des artistes femmes dans les lieux de création et d'exposition et dans l'interaction aux problématiques sociales et à l'histoire de leur réception. L'actualité nous donne la possibilité de questionner à nouveau les œuvres de ces deux artistes et la 59e Biennale de Venise l'a montré de manière définitive cette année avec la question du surréalisme qu'on a évoqué aussi ce matin. La redécouverte des artistes femmes de ce mouvement nous invite à le redéfinir. Leur travail permet donc une évolution dans la pensée et dans la perception des codes artistiques de leur temps et de l'art contemporain. C'est pourquoi ce travail est animé par l'idée selon laquelle ce sont les œuvres de Rama et de Bourgeois qui permettent d'historiciser la réception critique. Dans cette réception, il faudra tenir compte de deux temporalités, à savoir celle des œuvres, de leur compréhension à leur époque, et le regard que nous y portons aujourd'hui. Mon travail sur l'artiste turinoise Carole Rama dure depuis 2019. Le feuillet de l'exposition Louise Bourgeois et Carole Rama, organisé par Franco Mazoero en 2000, est l'un des premiers documents auxquels j'ai eu accès lorsque j'ai commencé mes recherches sur Carole Rama et qui a ensuite rendu possible l'élaboration de mon dernier mémoire, Louise Bourgeois et Carole Rama, création féminine et espace intérieur. Le cas d'étude inédit représenté par cette exposition, ensuite prolongé au cabinet cantonal des estampes au musée Heinrich de Vevey, et c'est le plus grand fascicule, avec le soutien de la galerie Le Long, m'ont incité à approfondir la relation entre Rama et Louise Bourgeois. L'exposition de Vevey, qui prend le titre révélateur d'un duo en solo, Carole Rama et Louise Bourgeois,
justifie le rapprochement théorique, historique et artistique entre ces deux artistes. Elle fournit d'ailleurs une base méthodologique car le catalogue est un exemple d'analyse comparative d'un corpus très précis des deux plasticiennes, à savoir une partie de l'œuvre gravée des années 40 et ensuite des années 2000. Il détermine enfin les bases conceptuelles qui m'ont aidé à définir les thèmes qui caractérisent la réception des productions de Rama et de Bourgeois, entre biographie et psychologie, figuration et abstraction, enfermement créatif et imaginaire artistique comme espace alternatif à la réalité. Cristina Mundici, qui est aujourd'hui la directrice du comité scientifique de l'archive Carole Rama, qui privilégie une approche psychobiographique, écrit le texte de présentation, je la cite. Toutes deux, Carole Rama est née en 1918 et Louise Bourgeois en 1911, ont travaillé pendant 50 ans d'une façon indépendante et solitaire, avec grande intensité et continuité, mais sans reconnaissance extérieure. Toutes deux ont eu une jeunesse difficile, mais elles ont soigné cette souffrance et l'ont renversée dans leur travail. Elles en ont au contraire fait la force motrice de leur art. Toutes deux ont usé de leur corps ou de parties de ce dernier comme substance figurative de l'œuvre. Avant cet événement, seule Catherine de Zegher avait inclus les deux artistes dans une exposition collective en 1996, à savoir Inside the Visible, An Electrical Traverse of 20th Century Art. L'année 2000 est intéressante puisqu'elle représente une période de maturité pour les deux artistes et un certain regain de reconnaissance vu la participation respective à la Biennale de Venise de 1993, dans laquelle les deux ne se sont pourtant pas rencontrés. 20 ans plus tard, les dernières publications de Philip Lara Smith concernant les écrits psychanalytiques de Louise Bourgeois et la récente exposition à la galerie LGDR Lévy-Gorgui de Paris, qui tire son titre d'un poème que Man Ray a dédié à Rama et qui retrace le travail de l'artiste durant les décennies 60 et 70, nous invite à repenser le travail de ces artistes et nous orienter vers cette période. L'institutionnalisation des anciennes habitations de Bourgeois et de Rama, respectivement devenue la Easton Foundation de New York en 2010, puis et musée archive Carole Rama de Turin en 2019, est une raison supplémentaire qui me donne envie de revenir sur l'œuvre de ces artistes, prise dans un discours croisé entre travail et vie. Et donc, elles travaillent avec leur vie et leur travail. Léa Vergine, qui est un peu la Deborah White de Carole Rama, qui l'a fait exposer lors de l'exposition collective en 80, l'autre moitié de l'avant-garde, puis en 85 pour sa première rétrospective, et que j'ai eu la chance d'interviewer en 2020, en parlant de l'habitation de Carole Rama, m'a dit « Il y avait ces touches de raffinerie capricieuse, avec les murs jamais peints et donc noircis, la salle de bain avec, je me souviens, toutes sortes de bizarreries, cet espace de lit-divan qui se trouvait au milieu de la pièce dans laquelle elle recevait. Disons qu'il y avait plusieurs signes d'une anomalie voulue, désirée et entretenue. Il s'agira donc dans cette présentation d'interroger cette anomalie désirée et entretenue à travers une analyse comparée qui tente de voir dans quelle mesure les œuvres des deux artistes nous invitent à faire évoluer notre conception du corps et de son érotisation. Cette réflexion me permettra également de penser d'autres voies interprétatives que celles qui passent par la biographie et la psychologie. Donc, pour commencer, je reviens à l'exposition de Zegher, mentionnée d'ailleurs dans le célèbre article de Griselda Pollock, Old Bones and Cocktail Dresses, Louise Bourgeois and the Question of Age, dans laquelle les deux plasticiennes sont incluses dans un groupe d'artistes femmes qui, comme elles, s'intéressent au corps et à son démembrement, à l'objet partiel comme source de plaisir et à l'expérience sensible et érotique du corps. De tous ces bouts et bribes de corps, les yeux sont un objet privilégié à une période commune, à partir des années de 1960 environ, où elle commence un nouveau cycle d'œuvres. Louise Bourgeois commence à utiliser, comme on l'a vu aujourd'hui, et hier aussi d'ailleurs, de nouveaux matériaux comme le latex et expérimente de nouvelles formes à la forte connotation organique. Cela répond à un tournant dans l'histoire de l'art américain dont rend compte Lucy Lippard dans l'exposition Eccentric Abstraction, et elle y fait figure de pionnière et de référence pour toute une nouvelle génération d'artistes. Parmi les œuvres de cette période, il y en a une sur laquelle j'ai eu envie de m'arrêter, à savoir Le Regard, que vous voyez ici à l'écran. Pour Rama aussi, les années 60 sont une période de renouveau, et notamment la période à laquelle elle commence la série des bricolages, dans laquelle elle expérimente de nouvelles techniques, et notamment le collage d'objets sur des taches de peinture. Parmi ces objets, les yeux occupent une place toute particulière.
Pour l'une comme pour l'autre, l'organe de la vue est ambigu, comme l'écrit Marie-Laure Bernada, que je cite, de par sa nature concave et convexe, érectile et réceptive, pénétrée et pénétrante, il est consubstantiellement lié à la réversibilité des organes sexuels. Le regard est une œuvre de 1966. Il s'agit d'un volume à la forme ovale en latex. Au-dessus de l'œuvre, une fente nous laisse entrevoir un œil. La sculpture nous en dit davantage sur notre regard de spectateur et sur ce que l'artiste nous invite à regarder à travers l'œuvre. D'après Robert Storr, que je cite, le titre « Le regard » évoque des significations qui ne sont pas immédiatement apparentes dans la forme. Dans la mesure où le titre se traduit en « le regard », cela invoque le concept de male gaze. Toutefois, en retournant l'objet génital d'une telle surveillance en un œil, cela renvoie le regard à une manière de simultanément souligner l'impuissance d'un vagin regardé et son pouvoir latent sur l'homme qui le fixe et voudrait le pénétrer mais qui pourrait rester pris au piège. La tension constitutive de l'œuvre soulève une polarité de fond, celle de l'opposition entre masculin et féminin. De cette perspective, Bourgeois fait évoluer la réflexion sur le regard qui s'impose sur le corps féminin, dans laquelle on pourrait par exemple inclure les femmes maison, car privées de leur visage et donc de leur identité, elles sont exhibées au regard masculin de par l'accent mis sur les attributs féminins. Bourgeois, dans ses créations plus récentes, renvoie aussi à un goût pour l'anomalie. Lorsque Michel Foucault définit le terme d'anormal dans le séminaire qu'il a donné au Collège de France sur les anormaux en 1975, il indique précisément un mix entre deux espèces, que ce soit mâle ou femelle, mort ou vivant. À la même époque, Carol Rama vit un tournant dans sa production, sans aucune ambiguïté, car la Subrizzi parle de cette période comme d'une abstraction excentrique. Elle écrit « Un tournant historique important, celui de l'année 1966, précédant beaucoup d'autres recherches qui auraient placé au centre précisément la pauvreté des matériaux. » Rama introduisait déjà à la fin des années 50 des matériaux plus variés dans ses œuvres, et en 1966, au summum de la période des bricolages, elle entremêlait médias, matériaux, objets et peintures. C'est en partie grâce à l'ami et poète Edoardo Sanguinetti que Rama nomme ses œuvres de bricolage. En 1964, lors de la première exposition de la nouvelle série dans la ville de Gênes, Sanguinetti thématise les enjeux des œuvres à partir de la pensée structuraliste. Il écrit dans le texte de présentation au catalogue, je le cite, « Lévi-Strauss nous rappelle comment le bricoleur représente l'attitude originaire de l'homme face au monde, tant dans les racines pratiques de son activité que dans celle intellectuelle. Mais ce qui importe ici est de voir comment il est possible d'expliquer l'essence de ce retour à l'objet dans un empirisme nu et immédiat. Le processus artistique de l'activité de Rama intègre le monde par un emploi de l'objet détourné, moyen pour établir un rapport originaire au réel. Mais en réalité, Carol Rama accomplit une action supplémentaire, à savoir la démarche volontaire de nommer ses œuvres de bricolage. D'une certaine façon, elle joue avec les moyens de son bord et nous fait croire en une attitude et activité spontanée. Je reprends ici Teresa Grandas dans le catalogue d'exposition La Passion selon Carol Rama. Je la cite. « L'artiste incorpore des yeux artificiels et des fragments organiques, comme des ongles et des dents. Elle renvoie au fluide corporel, ajoute des objets qui ont une forte résonance physiologique en les accompagnant de formules mathématiques. Elle fait prendre aux objets les formes du vivant, comme dans Comtesse que vous voyez ici à l'écran, les griffes ressemblent à des ongles qui déchirent la toile ensanglantée. Pour cette présentation, j'ai rassemblé 4 créations, là il y en a 2 et ensuite il y aura les 2 autres, qui présentent des yeux, toutes réalisées entre 66 et 67. Certaines sont des sans-titres, d'autres s'intitulent bricolage, d'autres encore ont des dénominations particulières, comme l'œil des yeux. Dans L'île des yeux, l'œuvre que vous voyez à gauche, des rassemblements d'yeux collés surgissent de 2 grandes taches claires de peinture sur toile, les uns à côté des autres, alors que dans bricolage, qui est l'image à droite, une tache centrale d'aquarelle rouge est entourée d'éclaboussures de peinture et de quelques yeux éparpillés en haut de la feuille. La diversité de cet ensemble n'empêche pas une grande cohérence de fond rendue visible par un usage commun de l'objet. Des formules mathématiques sont parfois ajoutées aux satellites de collage et renforcent l'effet énigmatique de l'œuvre.
Ce cas unique dans la production de Rama, qui ne repeindra plus des formules dans ses créations, pourrait évoquer le projet intellectuel de Lévi-Strauss de la compréhension mathématique de l'homme à travers la linguistique, dans une citation ambiguë entre hommage et moquerie. Mais en dépit des formules, la présence des yeux est particulièrement dérangeante. Tournés dans plusieurs directions, ils regardent ailleurs, souvent au-delà du spectateur. Ni la fonction ni le sens des yeux ne se réduisent à l'ensemble d'objets dont l'artiste dispose autour d'elle dans sa maison archive, dans sa casa studio, car Rama commandait les yeux à un taxidermiste de Milan. Toutefois, elle décide délibérément d'inclure cet objet dans son répertoire diversifié. En s'éloignant de la définition première du bricolage, Rama utilise l'œil, organe symbolisant le pouvoir de l'intellect, en le mettant au centre de sa démarche créative. En d'autres termes, elle se réapproprie l'attitude bricolante en élargissant les moyens du bord à sa discrétion. Cet objet, plus que d'autres, est lui-même corps, et il en est étrangement éloigné, car des yeux qui pourraient être humains sont en réalité des yeux de poupée. Si chez Lévi-Strauss, le bricoleur travaille avec un nombre d'objets limité, faisant partie d'un ensemble clos, Rama constitue son système créatif en allant chercher à l'extérieur, en intégrant de nouveaux objets, et inclut sa création dans un processus qui est toujours renouvelé. Dans cette perspective, Rama défie les interprétations inhibitrices et renvoie une fois de plus à l'anomalie, comme ceux qui transgressent les lois du vivant. Dans ce cadre, l'œil acquiert une faculté sensuelle et vient s'interposer à des taches blanchâtres qui évoquent les fluides sexuels. Plus que tout autre objet greffé, écrit Andresen, ce sont les vrais faux yeux de verre ou de plastique, utilisés dans la taxidermie ou la confection de poupées, qui semblent être la clé des bricolages de Rama. L'œil sert, dans les œuvres de Rama, de métaphore pour signifier une vision fertile et tactile, plus que la représentation optique du toucher. Enfin, le regard peut surtout perturber quand il n'est pas réfléchi, comme celui de l'animal mort, ou celui de l'objet inanimé, car comme le note Lacan, les objets nous regardent. La perception du spectateur est d'autant plus perturbée que la fente centrale de la sculpture de Louise Bourgeois évoque un œil vagin qui nous invite à le regarder, mais qui, de par sa nature ambiguë, nous rend aveugles. Le regard en relation à l'interdit nous renvoie à une vision alternative à celle ordinaire, qui était très clairement explicitée par Bataille à travers l'image de l'œil pinéal. Comme l'écrit Robert Sasso dans Georges Bataille, Le système du non-savoir, je le cite, « L'œil pinéal serait, pour l'homme, la possibilité de voir le ciel ou le soleil, c'est-à-dire le monde non utilitaire, le monde de la non-action, qui est nécessairement à la fois absurde, le ciel est vide, et atroce à voir, le vide du ciel est noir, et le soleil vu d'en face aveugle et à l'attrait et la répugnance d'un tombeau ou d'une zone anale. » La possibilité d'un dépassement des catégories qui définissent le réel chez l'écrivain avait notamment inspiré Rosalind Krauss dans son analyse sur l'artiste. Il y aurait une impulsion constante dans le travail de Bourgeois de court-circuiter la logique de la forme et de produire une mutation impensable au sein de la forme elle-même, dans laquelle les oppositions échouent pour produire ce que Georges Bataille a nommé d'informe. Fin de citation. En termes purement plastiques, au plus bas de l'œuvre, donc caché en dessous de la fente, on y trouve aussi son sens, à savoir que tout relèverait d'un inconscient libidinal qui n'attend que de pouvoir sortir à la surface. Mais comme je l'ai évoqué en début de cette présentation, les histoires respectives de Rama et de Bourgeois font aussi évoluer la réception de leur production. Les représentations que je viens de mentionner sont aussi une image artistique en relation au contrôle législatif, psychiatrique puis physiologique que la société a imposé sur ce que définit un corps. Parmi les premières restrictions, il y a sans surprise le refus d'un mélange des deux sexes, que j'ai pu relever de manière critique dans les différentes compositions des plasticiennes. C'est dans une optique semblable que Bourgeois se mettra en scène avec son œuvre Fillette, qui est considérée comme le correspondant masculin de Le Regard. Je cite ici Bernard Marcadet. « Ce que Louise Bourgeois donne à voir est bien le simulacre de ce qu'elle est censée ne pas avoir et de ce dont les hommes eux-mêmes croient posséder l'original. En mettant à jour ce marché de dupes symboliques, elle annule du même coup la question d'en avoir ou pas, laissant proliférer les significations dans le sens du jeu et du rire. C'est dans une perspective semblable que Rama se met en scène dans son habitation atelier, et ce corpus photographique que vous voyez de 1994 n'en est qu'un parmi plusieurs exemples. Dans ces images, les deux artistes prennent leurs habits de femmes artistes,
pas seulement dans une perspective excentrique, comme l'avait pu souligner Lea Vergine, mais avant tout pour se faire une place dans le monde de l'art. Place qui, surtout dans le cas de Rama, lui était longtemps niée. Il en va de même pour l'aspect provocateur de ses œuvres, jouant avec les objets représentés comme avec le réel. C'est dans cette optique, je le crois, qu'il faut penser la création comme profondément féminine. La notion de femme est en effet propice à faire l'objet d'un devenir et d'une transformation par rapport à la notion d'homme qui est universelle et figée. À l'inverse de la notion d'homme, qui prétend penser la condition de tout être humain a priori et donc que chaque individu serait le cas particulier d'une humanité en général, le concept de femme se prête à une expérimentation singulière et donc à la création. Il y a donc une corrélation fondamentale entre devenir femme et création qui dépasse l'idée biologique de la femme, mais qui permet de penser la création autrement que par des termes universels et figés. De cette remarque en découle alors une seconde, à savoir que la notion de femme se prête aussi à une certaine monstration du corps, celle que j'ai pu relever chez Rama et Bourgeois. Dans ce cadre, les deux artistes se servent du corps et le déjouent, elles le transforment radicalement et l'entremêlent aux objets qu'ils perçoivent. Ce faisant, elle déclasse entre autres l'idée de la perception comme traditionnellement masculine. Elle ne représente pas simplement un corps ou une sexualité au féminin, mais pris dans une création au féminin. Il suffit de penser en termes psychanalytiques l'organe sexuel masculin, traditionnellement associé à la connaissance. Comme l'écrivait Julia Kristeva, organe de la pénétration, le pénis devient pour le jeune garçon organe de la perception. Fin de citation. C'est dans cette perspective que l'approche psychobiographique me semble limiter le travail des plasticiennes. Elle tend à ne pas tenir compte de l'état de contrainte sociale qu'elles ont subi et exclut toute possibilité de conscience de l'état d'enfermement qui pourrait avoir influencé en quelque manière la production. À ce propos, il est possible de revenir sur les œuvres des premières années de la production de Rama, et ici une des aquarelles de la série Appassionata de 1940, en les confrontant aux productions que nous venons d'analyser, en apparence plus abstraites. Dans les deux cas, l'artiste regarde ironiquement à la tension qui existe entre corps et pouvoir, plaisir sensuel et interdit, et par là même réintègre l'inconscient à sa guise. Paul Preciado l'écrivait très clairement, Rama dessine une carte du subconscient et de sa relation aux dispositifs de contrôle qui produisent et répriment la folie. Plus généralement, l'artiste, à travers sa production, remet en cause l'enfermement dans une perspective psycho-institutionnelle. L'enfermement n'est pas uniquement celui subi par l'artiste elle-même, mais également celui qui enferme dans des circuits interprétatifs clos le regard du spectateur. La matérialité, qui se jouait déjà dans la figuration des années 40, à travers l'accentuation des caractères corporels, et donc la langue, les organes sexuels, le découpage des bustes, se réalise pleinement dans l'emploi d'objets réels qui, en perturbant le regard, invitent à sortir des circuits de la corporalité normée. Cette présentation, il me semble, pourrait donner lieu à plusieurs approfondissements, que ce soit du côté de la confrontation à la psychanalyse ou à leur biographie. Celles données ici ne sont que des pistes possibles. Dans ce cadre, l'espace de l'habitat et son institutionnalisation pourraient nous amener à repenser l'enfermement subi dans une perspective contemporaine. Carole Rama est actuellement exposée à la 59e Biennale de Venise dans le circuit expositif organisé par Cecilia Alemanni, Le lait des rêves, exposition qui tire son titre de l'ouvrage homonyme de Leonora Carrington, qui mettait en avant une tension similaire à celle qui existe entre enfermement du corps et la contrainte imposée par la norme sociale, entre imagination artistique et politique de contrôle. Les choix artistiques de cette édition répondent aux problématiques actuelles, surgies à partir de la pandémie de Covid-19. Les individus, forcés de rester chez eux durant la pandémie, pourraient presque redoubler l'enfermement et l'invisibilité que les deux artistes ont pu subir ou ressentir de leur vivant. Mais cet enfermement n'est pas stérile lorsqu'il sert l'imagination et la création artistique. La Biennale de Venise de 2022 marque sans doute une étape dans le monde de l'art actuel, autant que l'avait marqué la documentaliste Castle de 1997, la dernière du XXe siècle. Encore une fois, organisée pour la première fois par un directeur artistique femme, Catherine David, cet événement, situé dans l'une des villes les plus modernes d'Allemagne, présentait l'environnement urbain tel qu'une ruine moderne. Comme pour la Biennale d'Alemanni, la Documenta 10 de David offrait, à travers l'art, un miroir de la société. Et c'est dans le catalogue de cette édition que paraissait une version
parmi plusieurs, du texte de Michel Foucault, Le corps utopique, une manière peut-être de repenser par l'art une nouvelle utopie pour les hommes et de nouveaux horizons pour le corps. Foucault écrit « C'est le miroir et c'est le cadavre qui assignent un espace à l'expérience profondément et originairement utopique du corps. Or, si l'on songe que l'image du miroir est logée pour nous dans un espace inaccessible et que nous ne pourrons jamais être là où sera notre cadavre, si l'on songe que le cadavre et le miroir sont eux-mêmes dans un invincible ailleurs, alors on découvre que seules des utopies peuvent renfermer sur elles-mêmes et cacher un instant l'utopie profonde et souveraine de notre corps. L'œuvre Le Regard de Bourgeois propose un objet qui miroite notre regard et qui lui-même nous regarde, mais dont l'accès nous est à la fois attrayant et dégoûtant et donc au final inaccessible. Les yeux des bricolages de Rama, quant à eux, renvoient aux cadavres dans la mesure où ils étaient destinés aux animaux des taxidermistes. Si chez Foucault, l'alternative qu'il trouve pour une utopie intérieure au corps est l'expérience de l'amour, je propose que l'art puisse également permettre à notre corps de se retrouver ici et maintenant, au plus loin de l'expérience normative, au plus proche de soi-même. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Sinon, je vais me permettre peut-être une première question. Qui est, vous avez mentionné, d'abord, merci vraiment à toutes les trois de ces présentations passionnantes. Et vous avez mentionné, Carolina, l'idée d'enfermement. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que le fait d'envisager des conversations entre les artistes femmes pouvait être un enfermement d'une certaine manière, parce que c'est ce qu'on voit dans ces rivalités mises en scène entre les artistes Alina Shaposhnikov, Alina Schlesinska et puis Louise Bourgeois, Louise Nevelson, ou alors également un espace de liberté qui permette justement d'apporter des nouvelles lumières finalement sur les œuvres de chaque artiste. Ça fonctionne. Ah, ça, c'est bon ? Ok. La ligne est très subtile, je trouve, parce que c'est vrai que, mais on l'a mentionné hier aussi, on peut facilement tomber dans des généralisations, surtout quand il s'agit de réfléchir autour de sororité. Et en même temps, je pense que c'est là où ça se joue, de rendre à chacun sa singularité. Et ça serait, de ma part, une contradiction de dire que Louise Bourgeois et Carole Rama ont eu une carrière similaire, parce que ça serait faux. Enfin, il y en a une qui a été reconnue beaucoup plus tôt, ou du moins, et l'autre bien plus tard. Et donc, je pense que c'est important, mais c'est vrai que c'est une notion qui est à double tranchant quand même. Voilà. Et pour moi, c'est intéressant que ces schémas entre rivalité de deux femmes est très actuel. Et encore dans la critique d'art, on compare. Et surtout, ce sont les femmes qui sont comparées. C'est très rare à côté d'artistes d'hommes. Et dans la plupart des cas, c'est les cas de femmes artistes. Et quand on voit beaucoup des textes sur Shapochnikov et Schlesinska, ça donne une immense impression qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette rivalité, parce qu'on ne sait pas que Shapochnikov et Schlesinska, on n'a aucune preuve qu'ils sont tombés dans cette rivalité consciemment. C'est-à-dire, on ne sait pas, on n'est pas sûr, mais ça existait dans la presse et dans la critique. Et quand j'ai cité aussi ce catalogue d'Eva Toniak de 2007, d'exposition à Sargenta,
cette façon de penser sur ces deux artistes existe encore. Juste un mot, je me permets de compléter votre intervention pour abonder dans votre sens absolument. Vous parliez de Jean Cassou et de la manière dont il a soutenu l'une et l'autre, donc Chapotchnikov et Schlesinska. Et en fait, aux Archives nationales, dans les papiers qui documentent les achats de l'État pour une sculpture de Schlesinska, après son exposition à la Roue, pour laquelle, il me semble, Restany avait fait un texte dans la plaquette. Il y a un texte puisqu'à ce moment-là, le musée d'art moderne ne peut pas, le musée national d'art moderne ne peut pas faire d'achat en direct. Ils sont censés missionner une espèce de bureau extérieur, etc. Et Cassou fait une lettre à ce bureau pour leur dire vous connaissez Chapotchnikov, là c'est l'autre Alina, l'une est brune, l'autre est blonde, l'une fait de la sculpture, de l'architecture. Enfin, il y a vraiment une analogie, y compris chez Cassou, entre elles, qui est très très forte et qui va complètement dans votre sens. Oui, merci Valentin que vous avez cité, parce que pour moi, ces citations est très forte. Et pour mon intervention, j'ai pris la décision de ne pas citer cette phrase, parce qu'elle est très forte. Et ça donne aussi cette vue masculine. Une blonde, une brune. Ouais. Merci beaucoup. Justement, je pense que j'étais à cette exposition, ce colloque en Pologne, et j'étais ravie de découvrir Schlesinska, que je ne connaissais pas. Mais je me rappelle surtout qu'entre l'histoire de la blonde et la brune, on citait également Margareta et Shulamit et le fait que la brune était juive et la blonde était une bonne petite fille polonaise avec un talent gigantesque. Et c'était vraiment cette question qui dépassait la simple couleur des cheveux. Ou est-ce que vous préférez, vous, des blondes et les brunes? C'était quelque chose un peu plus troublant. Est-ce que je ne me trompe pas? Ça, c'est de mes souvenirs de 2007. Mais c'était ça qui m'a frappée. Parce que on cite Shulamit Margareta pour Anselm Kiefer, par exemple, c'est de Goethe. Et je pensais que c'était quelque chose de très profond. Et par exemple, Pollock, etc., cite le livre très célèbre, The Jew in the Text. C'est très, très célèbre dans les discours anglo-saxons. Donc, je pensais que c'était quelque chose de fondamental pour cette comparaison. Well, thank you for that comment. There are many such lines that we would like to include into these presentations, also about those sculptures being supported by men, because neither of them were independent in a financial matter, and both of them had to rely on their husbands financing their artworks. It was especially kind of painful matter for Alina Shapotchnikov, as she was writing to Ciślewicz, it's such a shame you are sponsoring my works. It shouldn't be like that. So, of course, those stories are very, very tangled, and we just drew one thread from it. But the way, what we wanted to underline is that the way they were described actually shape their strategies. Like the blonde one decided to become Brigitte Bardot and go into this feminine dresses. And also in Paris, they had the same friends. Pierre Restany was supporting both of them. So they could have collaborated. They could have imagined kind of sisterhood, helping each other to pursue their careers. Instead, there is kind of deliberate movement towards separating them. That's why, I believe that's why Schlesinska decides to collaborate with architects, just to find the other circle of friends and other way to be creative. So they just move away from each other and they shape their careers differently.
Est-ce que je peux faire une petite remarque? Oui. On a hier parlé que je manque d'une partie dans cette colloque du soutien de l'homme pour les femmes artistes. Il me manque de prendre sur la scène des rôles des Godfather dans les œuvres, dans la créativité de Louise Bourgeois, de cet entretien, de cet soutien personnellement, et les rôles de Stanisławski et Cieślewicz dans la créativité de Shapochnikov, parce que je crois que dans ces deux cas, Bourgeois et Shapochnikov, les rôles des hommes, de ses partenaires, sont très importants. Je voulais juste vous féliciter toutes les deux pour ce duo qui fait un quatuor extraordinaire. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait deux Louise et deux Alina, que le redoublement des deux noms est quand même assez formidable. Et évidemment, on a beaucoup aimé pouvoir développer les relations entre les deux Louise. Moi, je connais bien le côté de Louise. Je n'ai pas été dans les archives du tout de Louise Nevelson. Mais elles se sont vraiment bien connues. Elles étaient très amies au début. Elles ont même travaillé ensemble au décor des ballets de Eric Hawkins. Et c'est là où Louise faisait ses premières sculptures en bois. Évidemment, elle dit que l'autre Louise lui a piqué ça. Elles étaient même assez amies parce que le père de Louise avait donné une tapisserie à ce qu'elle appelle l'horrible Louise, l'autre Louise. Et après, c'était une jalousie terrible dans les années 50, parce que dans les années 50, grâce à l'expressionnisme abstrait, Louise Nevelson était montrée et connue partout, et pas du tout Louise Bourgeois, qui à cette époque était très déprimée et ne faisait plus rien. Mais à chaque fois qu'il y avait des expositions ensemble au Whitney, elle disait « j'espère que je ne suis pas avec Louise ». Enfin, ça a été une obsession de jalousie terrible, et encore maintenant. Alors c'est vrai que c'est une confrontation très intéressante sur le plan formel, qu'on ne peut pas ne pas faire, d'évolution en plus, parce qu'elles étaient très liées, puis après ça a été la séparation totale. Mais je ne sais pas si vous avez des témoignages du côté Nevelson sur Louise. Just yesterday, we were talking with Daniel, and he mentioned that Louise Nevelson recommended Louise Bourgeois for a job. So this is really very tangled and not simple relationship between them, and it's also something I think that it's worth exploring. Although we've got only notes, which are sometimes very short. Like Alina Shapochnikov says, this work is a crap. And then we got no evidence what she really had on her mind. Was it like what aspect of the work of other she didn't like, and what aspects she appreciated? I have one remark about the support that was given to Alina Shapochnikov by men, because out of both couples, or both liaisons that she had, that she was the one who represented the masculine attitude, because there was she who made Richard Stanisławski to change the faculty from mathematics to art history here in Paris. It was her who wanted and pushed him to come back to Poland in 1950. It was her who found the work for her husband. All the position that he got before they divorced, she found, and she pointed him to take it out. So there was her who formed the career of her husband, Richard Stanisławski. That was her who found him another wife when she left him. And that was her who made the career of Roman Cieślewicz. The only thing that she really owed to Roman is that he earned the money when she was working in Malakoff. But she was underestimated as long as he was still making his career, and he made a huge career. And I remember I was talking with Annette Messager and Christian Boltanski that they were their neighbor,
And they said, as long as she was alive, we didn't recognize her as a real artist. Roman was a star. So it's doubtful for me whether really both men were very supportive to her, at least. Thank you. Non, merci beaucoup pour vos interventions. Et en effet, je pense que ce que vous dites, ce que vous venez de dire, Marie-Laure, la question économique, elle est vraiment derrière tout ça et aussi derrière cette question de rivalité organisée entre deux femmes dans la presse. Parce qu'en fait, quand on regarde il faut vraiment faire, je crois, de la sociologie de l'art ou de l'économie de l'art pour voir que ce phénomène, il est tout à fait symptomatique d'une société. En fait, dans les années 60, d'après les statistiques, il y a moins de 8% de femmes dans les expositions, dans les annuals du Whitney, dans les biennales, en France et aux États-Unis. Donc moins de 8%, et certaines années, à la fin des années 60, ça tombe à 4-5%. Donc en fait, dans la réalité des expositions, dans les galeries, dans les musées d'art moderne, MoMA, il n'y a aucune exposition de femmes. En fait, la rivalité, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour deux femmes sur le plan de la sociologie et de l'économie. Et cette presse qui organise la rivalité, elle met en scène en fait la situation d'une situation de l'art dans les années 60 dont le marché explose et dans le même temps où la place des femmes se raréfie réellement. Donc ça c'est très important à penser. Je pense que ça donne un autre... Et alors pour la mise en scène de soi, et je remercie beaucoup pour votre intervention sur Carole Rama, parce que c'était très intéressant aussi de voir... Pourquoi est-ce qu'elles se mettent en scène? Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très très tendu pour une femme statistiquement de percer. Je pense qu'elle le ressentent. Enfin, voilà. Tout ça est un système très bien organisé, quoi. Oui, bonjour. C'était juste une toute petite chose d'ajouter à Andrew Rothenberg. Ça va aussi pour les conservateurs de Beaubourg, parce que Chislevich faisait tous les catalogues de Beaubourg, et ces conservateurs de musée, après cette trajectoire où toutes les femmes sont sorties sous la reine de Suzanne Paget, les conservateurs du Centre Pompidou dînaient constamment à Malakoff avec Roman Chislevich et Shapoknikov. Et donc, c'est même pas qu'ils n'étaient pas au courant, mais ça a pris jusqu'en 2009 et elle au Centre Pompidou pour qu'ils en aient moins de conscience. Et une fois qu'ils ont fait, évidemment, ça commence à changer. Mais, et Marie-Laure Bernadac, avec Bernard Marquetet, a fait cette exposition féminin-masculin. Mais je me rappelle une chose, et c'est exactement comme dans les années 60. Donc, je suis allée à une exposition, je ne sais pas quand, et j'ai dit, mais vous vous rendez compte qu'il y avait 2 femmes et 48 hommes dans cette exposition? Et la réponse était toujours, tiens Sarah, vous avez raison. C'était absolument impossible pour eux de voir ce qui était devant leur nez, et y compris que leur adolescence artistique était la période Suzanne Paget, Musée de la Ville de Paris. Et ces femmes étaient, sauf certaines exceptions comme pauvre Alina, elles étaient vivantes. Donc c'est une chose extrêmement profonde et très, très, très lamentable. Je vous repasse le micro. Est-ce que vous souhaitez répondre ou commenter sur ces... Non ?